Merci au laboratoire, et Pascal Cornel, qui est le directeur de la Graduate School Economy Management de l'Université Paris-Saclay. Voilà, et nous avons par ailleurs professeur Marie-Christine Chalus-Solanet, IAE de Lyon, voilà, IAE de Lyon qui délivre le DBA du Business Alliance Institute, et Olivier Basset, directeur de la recherche du groupe Xerfi, très bien connu de nombre d'entre vous, je le sais, nous le savons tous. Je rentre tout de suite. Alors j'ai l'insigne honneur de donner un peu le ton de cette séquence, mais surtout de représenter Xavier de Maison, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui, puisqu'il est à Madagascar, voilà, pour des projets extrêmement importants. Et il était vraiment très très ennuyé. Alors pour l'anecdote, cette photo a été prise dans un Apple Store, puisqu'avec Boris Bernabé, nous avons animé un séminaire pendant 2 années déjà en master recherche, au cours duquel nous avions reçu Xavier de Maison. Et cette séquence avait été filmée. Je m'étais amusé un samedi, comme elle est sur YouTube, donc je vous invite à aller écouter Xavier de Maison sur YouTube, à mettre sur un iMac dans un Apple Store de Paris 2, tout proche à Versailles, la vidéo de Xavier de Maison. Je faisais tourner comme ça dans l'Apple Store. J'ai trouvé ça très, très drôle. Au-delà de la boutade, Xavier de Maison vient de publier avec Alexandre Medvedovski, qui devait être présent également, qui n'est pas présent puisqu'il est à Madagascar avec Xavier de Maison. Il y a des rencontres stratégiques comme ça qui peuvent être importantes. Viennent de publier aux éditions Hermann Stratégie d'entreprise dans un monde fragmenté. L'ouvrage est sorti avant-hier, donc c'est tout neuf. Et c'était le thème qu'il souhaitait aborder aujourd'hui à l'occasion de ce 3e temps des rencontres stratégiques. Donc, Xavier de Maison, pour ce temps, on va dire que je remercie vraiment sincèrement Xavier, Choiseul Advisory et Antidox pour le soutien à ces rencontres stratégiques qui est un vrai soutien dans toutes ces dimensions. Et quand je dis un vrai soutien dans toutes ces dimensions, l'une de ces dimensions, et non des moindres, est d'avoir réfléchi ensemble à ce que pourraient être des thèmes de rencontres stratégiques. C'est un exercice qui s'est révélé assez intéressant, puisque les 5 thèmes qui ont émergé, alors à la fin on s'est dit mince, on a oublié l'environnement. Quand même un peu embêtant d'avoir oublié l'environnement par les temps qui courent, mais on s'est dit c'est tellement transverse l'environnement que finalement, voilà, a-t-on vraiment besoin de le citer. Donc je cite très brièvement ces 5 thèmes, sachant que le sous-titre, nous le devons à chaque fois à Boris Bernabé qui va prendre la parole ensuite. Donc ça résulte d'une réflexion, d'une élaboration collective. Le premier thème, c'est réseau et communication. Voilà un thème possible de rencontre entre les académiques, les chercheurs et le monde professionnel, évidemment, tant dans la dimension réseau au sens infrastructure, et donc plutôt dur, mais avec tous les enjeux géopolitiques que nous connaissons bien, qu'aussi en termes de communication, c'est-à-dire le nouveau monde fait de scandales, de polémiques, de clashs sur les réseaux sociaux, de risques réputationnels, etc., etc. Autant de thèmes à investiguer, vérité et réalité multiples, s'adapter à la perte du sens commun. Vous ne pouvez pas mieux dire, merci Boris. Démondialisation, hyperglobalisation, souveraineté, alors je vois déjà Olivier Basset qui trépigne. Penser et agir stratégiquement dans une société néo-féodale. Oui, on a tous en tête les relocalisations, la démondialisation, etc. N'oublions pas que nous vivons dans un monde où règne l'hyperglobalisation, voire l'hypercapitalisme, n'est-ce pas Olivier? Et c'est à savoir celui des plateformes, évidemment, et tous les enjeux de souveraineté que nous avons tous en tête. Vieillissement, migration, nomadisme, alors Boris, tu nous éclaireras peut-être, blanchir sous le harnais entre 3e âge et 4e dimension. L'idée, c'est quand même de se saisir aussi de questions importantes. Certaines affaires que nous avons tous en tête autour des EHPAD nous montrent qu'il y a des sujets à investiguer sur la question du grand âge et la question du grand âge dans nos sociétés. La culture hard power, puissance souple, dur pouvoir ou puissance souple. Voilà. Et notamment la question de la francophonie, de la langue française. Voilà aussi un thème d'investigation, mais avec à la demande du monde professionnel. C'est-à-dire, quand le Louvre s'installe à Abu Dhabi, qu'est-ce que ça veut dire aussi, comment on pense toutes ces questions. Et je ne vous ferai pas l'injure de rappeler les débats autour de la Coupe du Monde de football et du boycott au Qatar. Enfin, dernier thème, évidemment, cyber, risque, sécurité, attaque, défense. La question du cyber est dans toutes les têtes.
Et cela fait partie des sujets que nous avons du mal à investiguer. Ça me permet de saluer, je ne sais pas où il est dans la salle, mais le colonel Rémi Février, il est là-bas, qui a soutenu son habilitation à diriger des recherches en juillet, a été évoqué par Olivier Meyer, un ouvrage avec la gendarmerie nationale. Ça fait partie de ces thèmes de rencontres possibles en mobilisant ceux qui sont plongés au cœur de ces questions. Les professionnels ne sont pas juste les entreprises, c'est aussi la gendarmerie nationale, par exemple. Et vous aurez noté donc 5 couvertures, alors vous aurez évidemment ces présentations, 5 couvertures d'albums pour illustrer chacun de ces thèmes. Alors je ne sais pas du tout si ça évoquera quelque chose à nos intervenants, mais par exemple le pouvoir de la rage, Raw Power, Iggy Pop pour le premier thème, Look Back at It, si on regarde tout ça, est-ce que c'est si simple que ça, cette question de la financiarisation de Leonard Cohen? Évidemment Leonard Cohen, Jay-Z et Beyoncé, au Louvre, I can't believe we made it, in Versailles. Et enfin le cyber, avec un artiste ô combien polémique, mais ô combien intéressant aussi. Bon, bien sûr, si on veut discuter sérieusement des questions de cyber, il faut lire les paroles de Booba. Mon cher Maurice, j'ai fini cette introduction, la parole est à toi. On peut applaudir, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Donc, Jean-Philippe a eu la gentillesse de me présenter comme doyen de la faculté de droit et co-gestion de l'université Paris-Saclay, mais c'est plus en professeur d'histoire du droit que je suis devant vous, et je vous demandais d'ailleurs probablement pourquoi, que vient faire un historien du droit ici. Bien rassurez-vous, je me suis posé une question. Je me suis posé la même question, mais au fond, les réponses sont arrivent assez vite. Et quand je regarde les 5 thèmes présentés par Jean-Philippe, quand je fais la rétrospective rapide de ce que vous avez tous dit ce matin, je me dis qu'il n'y a pas un seul sujet qui ne soit pas juridique. Tout ce que vous avez dit, tout ce qui est présenté ici, ce sont des sujets de droit. Ce sont des sujets de management, ce sont des sujets de stratégie, ce sont aussi des sujets de droit. Et alors pourquoi d'histoire du droit? C'est ça qui est intéressant, parce que l'histoire, c'est le passé, on s'intéresse à des gens qui sont morts depuis très longtemps. Mais s'intéresser à l'histoire d'un droit, de plusieurs droits, mais le reste, c'est aussi s'intéresser à l'avenir. Et c'est, me semble-t-il, se donner les moyens de voir le monde de plus loin. De plus loin dans le temps, c'est vrai, mais aussi dans l'espace. Ça, c'est très intéressant. On arrive, j'espère, enfin, en tout cas, c'est le métier que j'essaie d'exercer, d'essayer de voir le monde de plus loin. Donc dans le temps et dans l'espace. Et je ne vais pas commenter les 5 thèmes. Il y en a un qui s'apparente un petit peu plus que les autres à l'histoire juridique, c'est le thème numéro 2, hein, penser à agir stratégiquement dans une société néo-féodale. Pourquoi en fait, si on regarde bien, et le titre même du livre de Xavier Desmaisons qui vous a été présenté juste avant, la fragmentation, hein, le monde fragmenté, c'est déjà penser à une hypothèse de féodalisme, et donc de néo-féodalisme. Alors, le néo-féodalisme, il a déjà été un petit peu théorisé aux États-Unis par Plotkin, mais en fait, je ne suis pas sûr qu'il s'engage vraiment dans la voie qui est celle que je vois, moi, dans la néo-féodalisation, le néo-féodalisme. Il y a des enjeux extrêmement lourds s'agissant de ce néo-féodalisme qui implique naturellement des clientèles nouvelles. C'est le clientélisme, le féodalisme, il est caractérisé par la foi, la fides, hein, la fidélité du vassal au seigneur, et par précisément la recherche par le seigneur de ces fidélités, c'est-à-dire la création d'une clientèle. Et nous sommes là au cœur, évidemment, avec la fragmentation du territoire, des territoires, de façon multiple, que ce soit une fragmentation territoriale stricte. Vous avez vu que le simple thème de la décentralisation, c'est déjà une entrée dans le néo-féodalisme, mais la création même de métavers, d'univers parallèles, fictifs, mais en réalité performatifs, c'est aussi une entrée
dans des mondes fragmentés, dans d'autres mondes auxquels il faudra des seigneurs et des vassaux. Donc ce néo-féodalisme, il est là, clientélisme bien sûr, et fidélité. Cette question d'ailleurs de la fidélité est centrale pour les juristes, et quand elle s'observe historiquement, on aboutit à des renversements de paradigme. Par exemple, le terme que l'on entend tous les jours très fréquemment, c'est le terme de confiance, que vous manipulez avec force. Hein. Il faut créer de la confiance, il faut évidemment susciter la confiance, ne pas trahir la confiance. Tous ces thèmes sont des thèmes de la stratégie. Hein, la confiance est au cœur de la stratégie. Mais quand on regarde un petit peu historiquement les choses, on se rend compte que dans un monde dont les pouvoirs sont séparés, parce qu'on parle de séparation des pouvoirs, c'est-à-dire dans un monde démocratique si vous voulez, la séparation des pouvoirs implique une défiance, ou une méfiance, selon les cas. Et l'objectif que l'on se fixe idéal d'une confiance implique en fait nécessairement une défiance. Donc le monde de la confiance est en réalité un monde de la construction systématique de la défiance. On a besoin de la méfiance ou de la défiance pour pouvoir se parler, pour pouvoir douter de ce que dit l'autre et pour pouvoir régner pour certains, consommer pour les autres, que sais-je. Donc vous voyez, les réflexions d'un juriste, je l'espère, en tout cas, ça a été notre cas quand on a monté le séminaire dans le master. Ces rencontres me sont apparues, moi, comme l'évidence, si vous voulez, d'une bonne discussion. Voilà. Sur des thèmes qui sont éminemment stratégiques et qui sont éminemment juridiques. On ne pouvait pas ne pas se parler. On ne pouvait pas ne pas se parler. Quant à l'environnement, c'est vrai que, pas le terme, mais c'est un terme détestable. Excusez-moi, je vais vous choquer, c'est un terme détestable. Pourquoi? Parce que c'était Michel Serres qui le disait. Qu'est-ce que c'est que l'environnement? En faux, c'est ce qui environne notre petit nombril. Voilà. Il n'y a jamais... Le sujet de l'environnement, c'est n'est guère que l'homme. Voilà, c'est soi, c'est son nombril. Donc je n'aime pas le mot environnement. C'est peut-être d'ailleurs un point de départ de notre discussion. Merci Boris. Olivier Passet, réponse à la provocation. Bonjour à tous. Bon, évidemment, je me pose exactement la même question. Pourquoi un économiste? Donc la réponse est simple. Alors, je pense que Jean-Philippe n'a pas réussi à avoir Bouba, donc il se démerde avec ce qu'il a. Bon, peut-être d'abord, bon, il y a toutes ces questions. Il se trouve que mon métier est un peu particulier. C'est une sorte de sacerdoce qui consiste à aborder ces problématiques en bon mercenaire d'une organisation. Et chaque début de semaine, on me file 2 sujets que je ne choisis pas, toujours autour de ces interrogations quasi existentielles autour du capitalisme. Et ben, il faut se débrouiller. Et j'allais dire, je ne peux définir mon métier que comme ça. Et c'est plus dans le comment aborder ces questions que je vais éventuellement me prononcer que sur, évidemment, balayer ces 4 ou 5 sujets. Je peux dire le mot environnement, mais enfin bon, il a été vraiment oublié, je pense, parce que le gestionnaire l'oublie facilement. Le premier point, c'est, puisque la séance s'appelle « Urgence d'oser penser », l'urgence. Ça, c'est peut-être un mot que je conteste un tout petit peu dans cette formulation. Je veux dire, il y a toujours eu urgence à penser stratégiquement. Il y a un marketing de l'urgence aujourd'hui. Est-ce que, au fond, ce qu'on a vécu au début des années 2000, avec l'effondrement des Twin Towers, avec les conflits non conventionnels qui se sont diffusés dans le monde, etc., l'explosion de la financiarisation, enfin, moi j'ai eu le sentiment, moi qui ai toujours été dans la prospective, que dès que je me tournais vers le futur, je me retrouvais en incertitude radicale, avec l'obligation de penser avec un logiciel, si possible, de nouveau. Et en cela, je dirais, je ne suis pas sûr que cette époque, qui au fond, est-ce qu'elle est beaucoup plus disruptive? Est-ce qu'elle appelle plus de stratégie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas,
Je crois qu'il y a véritablement une obligation de penser toujours, en tout temps d'ailleurs, la transformation, et c'est ce que nos disciplines, moi économiste et je pense la gestion, n'invitent pas à penser la transformation des choses. Alors je vais parler du point de vue déformé d'abord de l'économie, je vais parler de moi, mais après tout j'ai l'impression que lorsque je parle des économistes, je parle aussi des gestionnaires, curieusement. Oui, c'est une science de la décision, mais non, ce n'est pas, et j'allais dire, ce n'est pas du tout une science qui invite à la réflexion stratégique. J'allais même dire, elle l'évacue, mais violemment. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui dans sa forme la plus reconnue, dite scientifique, académique, c'est une science instrumentale, causale, avec des causalités linéaires, des instruments, des finalités. Il me semble que la grande particularité de nos disciplines, c'est qu'elles n'interrogent pas les fins. Les finalités en économie sont placées en dehors de la réflexion économique. Elles sont supposées universelles, non discutables. Donc pour l'économiste, la maximisation du profit, qui me semble-t-il n'est pas très éloignée de la maximisation de la valeur actionnariale. Et au fond, voilà, on est constamment dans cette réflexion sur les moyens, jamais sur une réflexion autour du désir, de l'utilité véritable des choses, et quelque part, un économiste est un peu un mercenaire qui répond à des injonctions. À un moment donné, vous prenez même nos meilleurs et même nos Nobel, ils vont fixer le niveau de la taxe qui répond à une problématique qu'ils n'avaient pas vu venir, qui existe depuis les années 70, mais dont ils n'ont parlé qu'à partir des années 2005-2010, en se présentant comme des pionniers. Et derrière, surtout, ce qui est frappant derrière nos instruments, c'est qu'on véhicule une idéologie extrêmement forte. C'est-à-dire un économiste, lorsqu'il s'engage dans cette vision, j'allais dire, bien formalisée, raisonnable, j'allais dire en Monsieur Jourdain ou pas d'ailleurs, porte avec lui toute une représentation du monde qui est extrêmement, extrêmement puissante et qui, on va dire, pour résumer les choses, mais véhicule une vision ultra libérale des choses et en général avec un arrière-plan et une reconnaissance du système financiarisé qui est extrêmement forte également. Alors, si je porte un regard candide et sommaire sur les sciences de gestion, ben, j'ai un petit peu la même chose, même quand je regarde la définition officielle de la stratégie, il y a toujours cette idée de moyens, de fin, il y a toujours, même si je ne sais pas, si je prends par exemple l'art de construire des avantages concurrentiels, en soi, c'est une finalité curieuse quand on pense l'organisation. Hein, c'est extrêmement restrictif. Et là, je trouve énormément de similitudes. Et quelque part, j'ai l'impression que toute une branche de la gestion est presque un sous-élément de ce qu'on appelle la concurrence monopolistique. Comment se fabriquer un petit monopole transitoire. Et alors, évidemment, c'est beaucoup mieux décliné, certainement. Mais au fond, on a l'impression que tout le système pense ça. C'est-à-dire le monde change, le monde bascule, il y a des déséquilibres considérables qui se construisent, mais le monde continue à avancer avec ça. Et quelque part, quand on est enfermé dans sa discipline, on est dans une logique de reproduction du système. On sert la reproduction de ce système. Alors je ne sais pas si on favorise son écoulement ou si on l'aide à exister, mais il arrive des moments où effectivement on craint que cette conservation soit extrêmement dangereuse. Alors, évidemment, la première chose que je dirais pour aborder ces questions, c'est évidemment attention à l'enfermement disciplinaire. Il y a un terme qui dit bête et discipliné, mais c'est effectivement ça. Moi, mon sentiment en tant qu'économiste, c'est que si je me réfère trop à ma discipline, je deviens idiot. Non seulement je deviens idiot, mais je vais penser de manière extrêmement dangereuse les choses. Et donc, ma discipline me sert constamment comme boîte à outils, je ne la renie pas. Mais elle ne va jamais m'inviter à penser avec justesse et de manière complète les problématiques. Et bon, ce que je disais, voilà, on a toujours ce risque de silo d'ailleurs vers lequel nous emmène tout le système éducatif. Je prends l'exemple du côté des gestionnaires, on le voit aujourd'hui, quand je regarde des manuels, je vois minimiser le BFR, le zéro stock, etc., tout d'un coup qui est catapulté par la réalité de tout d'un coup on découvre, tiens,
il n'y a pas que la logique de maximisation de la rentabilité financière, le stock, ça sert aussi à autre chose. Et tout ça vient impacter nos raisonnements, mais quelque part sont très rapidement évacués. Et donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est que, pour une fois je citerai Friedman, ça m'a toujours frappé, ça m'a toujours aidé à me situer par rapport à ma discipline, c'est que nos disciplines sont fausses, mais l'important c'est qu'elles nous aident, mais vraies quelque part, c'est-à-dire elles nous permettent d'agir correctement. Et il arrive de temps en temps que nos représentations fausses, justement, nous dévient de cela. Alors, où commence la stratégie pour aborder ces questions? C'est effectivement d'abord, je dirais, interroger les fins. J'aime beaucoup, moi, dernièrement, voilà, j'ai le dernier bouquin de Pierre Weitz sur l'économie du désir pour aborder ces questions-là, m'a semblé totalement pertinent. Évidemment, c'est l'ouverture disciplinaire. Aucune de ces questions, dès lors qu'on interroge les fins, ne peut s'enfermer dans son propre silo. C'est l'approche systémique qui va avec l'approche transdisciplinaire. C'est ce que j'ai entendu ce matin, j'en étais très content, c'est retour à l'expérience, à la démarche inductive, au fait de constamment questionner le réel. Et il se trouvait que hier soir, comme par hasard, je lisais un roman de Murakami. À un moment donné, le personnage principal dit « Mais comment tu fais pour toujours réussir tes affaires ?» Il dit « Mais moi, je ne calcule pas. Je vais... » Donc c'est des affaires de commerce, etc. Il dit « Je m'installe, je regarde les gens, je regarde passer, je regarde les visages, je reste 6, 7, 8 jours, jusqu'au moment où je comprends. Et puis après, voilà, je passe à l'acte. » Et donc on est dans ce genre de période où effectivement, tous en tant qu'individus, nous sommes obligés de questionner et de douter en permanence de nos connaissances. Alors malgré tout, l'économie a accouché de stratégies, assez curieusement. On a quelques exemples historiques frappants. Par exemple, c'est le 1 pour 1 dans la conversion du Deutschmark au moment de la réunification. Les économistes avaient dit aberration totale, écart de productivité de 1 sur 2, surtout pas. Et là, tout d'un coup, le géopolitique prend le dessus et construit une autre réalité. On l'a avec le quantitative easing, on l'a avec le quoi qu'il en coûte d'ailleurs. Pareil, là on sort totalement de nos systèmes de connaissances et on crée une nouvelle réalité. Ça, je crois qu'il faut le comprendre. Et je terminerai là-dessus pour pas trop déborder. Non, j'ai encore un petit point. Pardon. C'était l'heure de terminer pourtant. Oui, attends, quand même, je peux pas. Non, ça, je ne peux pas ne pas le dire. Évidemment, se battre constamment, je le réalise dans mon métier, c'est le marketing de la disruption, pour revenir à ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire que si je regarde tous ces thèmes, ils sont pollués en fait, tous ces thèmes. Ils sont pollués par quoi? Par les cabinets de consultants. C'est-à-dire qu'autour de la thématique de l'urgence, autour de l'intelligence artificielle, autour du big data, autour de l'impression 3D, on nous crée des stress existentiels sur n'importe quelle structure pour vendre de la prestation. Mais on déforme la réalité, on déforme l'urgence et on raconte souvent énormément de fake, c'est-à-dire qu'il faut déconstruire. Je pense en particulier, il y a quelques années, autour des bouquins Makers sur la 3D, c'est-à-dire là, on basculait immédiatement dans un monde qui devait interpeller toutes les organisations sur le fait que tout le processus et de distribution et de construction allait être balayé en l'espace de 10 ans. Je ne dis pas tout ce que... On pourrait en prendre des tonnes, mais c'est vrai que là-dessus, être conscient effectivement que le monde des idées est lui-même un monde de marketing. Donc voilà, et si je ne peux pas aborder évidemment ces sujets, je ne tenterai pas. Mais ce que je vois, par exemple, je vais prendre mon sujet à moi, qui est démondialisation, hyperglobalisation. Un de mes sujets, par exemple, il est évident que je ne me reconnais dans aucun des deux termes. Ni démondialisation, où je me reconnais dans les deux plutôt. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, j'ai entendu citer Edgar Morin, mais oui, on est obligé de penser dialogie à certains moments. C'est-à-dire que comment puis-je parler de démondialisation quand le numérique ouvre le champ de la concurrence, ouvre tout le champ des services à la concurrence et à l'ouverture, etc. Donc on voit bien que, voilà, il nous faut d'abord comprendre, là, et je terminerai là-dessus, les moyens, ce sur quoi se focalisent nos disciplines, c'est le plus simple là-dedans. Notre vrai problème, c'est de comprendre, c'est de finaliser. Les outils sur lesquels on place toute notre attention aujourd'hui dans nos disciplines sont au fond
des questions assez subalternes et c'est pas celle qui pose le plus de problèmes aujourd'hui. Il faudrait évidemment l'illustrer par de nombreux exemples, notamment en matière environnementale. Mais voilà, j'arrête sur ce constat. Merci infiniment. Quel appel pour des rencontres de longue durée. Voilà, pour creuser tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de messages. Professeur Chalard-Petit, c'est à toi. Merci Jean-Philippe, bonjour à tous, ravi d'être ici. Alors je pense que mes deux collègues sont d'accord avec moi pour dire que l'exercice n'est pas simple. Nous ne savions pas ce que vous alliez dire. Oui, c'est la discussion, j'ai oublié de préciser que c'est métier discutant. Et voilà, l'improvisation aussi me souffle ma collègue. Alors, ce que je retiens, et je vais élargir à ce matin parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses passionnantes, parce que je retiens en 5 minutes, en 5 points, ah non, 5, 5, 1 point, 1 minute par point, j'ai 5 points. Donc, je sais, je crois là maintenant, encore mieux que hier et les jours précédents, pourquoi il est fondamental de former nos étudiants au droit et au management, sachant que, pour moi, un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui a d'abord fait de l'économie et qui a un socle culturel fort en économie. Et donc, ce matin, on a parlé de la production de thèses aux interfaces pour inventer du nouveau, etc. Donc, ce qui m'est venu, c'est que Jean-Philippe nous a parlé de l'homo strategicus. Moi, j'aurais envie d'inventer l'homo stratego-juridicus. Je pense que ça serait important de réfléchir à ça. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point que j'ai envie de retenir, c'est finalement un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, mais qui est important, c'est l'importance de la rencontre. La rencontre, alors le face-à-face, on a parlé de face-à-face, de conversation, de partage, d'échange. Je dois dire que moi qui travaille en ce moment sur le rôle des proximités dans les processus d'apprentissage dans le champ de la e-santé, donc avec distance, système d'info, etc., j'avais l'impression d'être un peu sur le terrain ce matin, donc j'ai vraiment retenu beaucoup de choses autour de la rencontre et je pense qu'il faudrait instaurer du face-à-face un peu partout, notamment après ces 2 années de distanciel, hybride, je sais pas quoi, qu'on a tous vécu. Le troisième point, je trouve qu'en creux, vous avez beaucoup souligné, et c'était tout à fait vrai pour nos deux orateurs, vous avez beaucoup parlé de la norme et du poids de la norme. On a parlé de culture, on a parlé de plein de choses, et dans la salle, il y a le professeur Yvon Péqueux, qui a écrit, il y a, je crois, dans un article il y a à peu près 12 ans, quelque chose qui, moi, m'a nourri, et je nourris les étudiants avec ça, la soft law, ça peut être le cheval de Troie de la hard law. Et c'est tellement vrai encore, et on retrouve à nouveau, et déjà, merci pour le lien droit-management. Bien évidemment, je n'ai pas du tout le temps d'y revenir, mais je pourrais dire la même chose des travaux de Romain Lofer, qui ont beaucoup animé et lié le droit et le management. Donc, à méditer, hein, ce poids de la norme et l'usage de la norme, mais il me semble que ce matin, en creux, vous en avez parlé. On a aussi beaucoup, en creux, parlé, évoqué de la demande sociale, les thèmes, je ne veux pas non plus pouvoir les aborder, mais les thèmes, faire vivre les réseaux, rendre plus humaine la mondialisation ou peut-être la démondialisation aujourd'hui, tenir compte du vieillissement, de l'appropriation peut-être de la plateformisation de l'économie par des populations qui vont vieillir, par la démographie, par le contrôle du risque, etc. Donc en creux, quelle est la demande sociale? J'ai l'impression que les sciences de gestion pourraient aider à redéfinir, dans un pacte social, je ne sais pas, mais à redéfinir ce que pourrait être cette demande sociale aujourd'hui, dont on nous parle sans nous parler finalement. Et puis, dernier point, je rassure, je sais maintenant, le dernier point, c'est le terme impact.
Vous avez été nombreux ce matin à chercher où pouvait être l'impact, comment on pouvait produire de l'impact. Donc l'impact de la recherche en gestion, de partage de légitimité entre chercheurs et praticiens. Alors, je retiens ce qu'a dit le professeur Bergala ce matin aussi, qu'il faut à la fois être modeste. Charles Martini nous a dit attention aussi A implique B, etc. Donc il faut quand même être modeste par rapport à ce que nous avons dans les tiroirs. Mais en même temps, il faut être volontaire. Et je pense aujourd'hui, on n'a pas trop le choix d'inciter les étudiants à être volontaristes pour transformer le monde et puis pour proposer certainement des compréhensions qui soient performatives. Voilà. Merci Sandra. Par définition, penser la rencontre, c'est penser l'impact. Par définition, on se rend compte généralement il y a un impact. Ça, professeur Chalut-Solonnet. on se faisait juste une petite réflexion, c'est que sur les 5 thèmes, le genre pouvait être intéressant parce que sur la vingtaine d'intervenants, c'est la première fois que 2 femmes se succèdent. Ça c'est fait. Oui, il y en a une sur chaque temps. Sur chaque temps. C'est vrai. Au moins ça. Alors, vous avez enlevé le titre, c'est dommage. Urgence d'oser, penser, écrire, agir et décider stratégiquement. Je me suis demandé si les verbes étaient dans le bon ordre. Parce que comme on fait le pont un petit peu entre les praticiens et les chercheurs, une DRH un jour me disait j'apprends à tous mes salariés à respirer, réfléchir, agir. Et effectivement, là on va commencer à... Oui, merci. Mais évidemment, les verbes sont dans le bon ordre. Donc, je reprendrai et en synthèse un peu globale, finalement, ce terme de décider. Quand on décide, finalement, nos décisions impactent le futur. On reviendra sur, effectivement, impact, futur. Pour décider, il faut avoir du courage. Parce que c'est pas évident, parce qu'on va avoir un impact, quel qu'il soit. Et pour cela, il faut avoir de l'information. Il faut être informé, il faut être nourri d'informations anticipatives. Et là, on le voit, toutes les personnes autour de cette table et dans l'assistance, on a une expertise. On a une expertise qu'on pourrait vraiment continuer à faire vivre pour informer nos décisions, justement, et nourrir finalement notre capacité d'anticipation. C'est un petit peu de la veille, c'est mon sujet aussi, je ne le cache pas. Et cette veille, ce qu'on dit quand on fait de la veille, c'est que c'est un processus collectif. Ça ne vit pas individuellement. Donc ça ne peut être que quelque chose, qu'une synergie entre nous. Donc agir pour la société, pour le futur, ça va nécessiter des synergies entre les acteurs, de l'interdisciplinarité, du réseau, faire vivre nos réseaux, faire se rencontrer nos réseaux. J'ai été responsable de la Société d'économie politique et d'économie sociale de Lyon pendant un certain temps, et on a abordé ces thèmes pour nourrir les acteurs de la métropole de Lyon. D'ailleurs, j'imagine que si Paris est la banlieue de Versailles, je ne veux même pas imaginer Lyon. Bon, c'est comme ça. Tout ça, et je vais en terminer parce que je sais que le timing est quand même serré, et c'est de croiser finalement nos potentiels. C'est aussi pour ça que je me suis investie dans le Business Science Institute, parce que c'est une belle proposition, je trouve. Et on a parlé de ces thèmes-là, mais aujourd'hui, à l'heure des pics, pandémie, inflation, climat, conflit, voilà, je cherchais. On est face à de grands challenges, et on pourrait croiser tous ces thèmes-là avec ce qui nous attend demain. Et c'est notre rôle finalement de former les générations futures, de construire l'avenir. Et je trouve qu'au travers d'événements comme ceci, au travers de rencontres comme cela, on se rend compte de notre potentiel pour améliorer et avoir de l'impact cette société. Merci. Pascal Corbeil, qui dirige la Graduate School Economy Management de Paris-Saclay. Juste un point sur l'ordre des titres. Un ouvrage va paraître aux éditions de l'ES dans la nouvelle collection Agir et décider. Voilà, donc c'est effectivement pensé. Pascal, c'est à toi. Merci beaucoup. Moi, je vais commencer par une banalité, ce qui est difficile après ces brillantes interventions. La banalité, c'est le monde accélère. Même si on a une vision linéaire, on a parfois un peu l'impression qu'il revient en arrière. On a des guerres classiques qui vont presque devenir des guerres de tranchées ou des pandémies qu'on résout par des confinements, mais néanmoins, on a tous vu, je pense, ces courbes de la population mondiale, des émissions de dioxyde de carbone, etc. Donc malgré tout, les sujets qui effectivement étaient déjà présents
en 2000, voire dans les années 70, deviennent de plus en plus brûlants. Et par rapport à ça, moi j'ai retenu notamment des sessions précédentes que finalement on était peu lu. Alors peut-être qu'effectivement on est peu lu parce que finalement on interroge sans arrêt les moyens et peu les finalités. Mais en tout cas ça a une conséquence, c'est que le cycle des connaissances est relativement lent. C'est-à-dire que, je vais caricaturer, hein, mais on fait de la recherche, on essaye d'intégrer nos recherches dans nos enseignements, et nos étudiants deviennent ensuite cadres, consultants, mais d'abord juniors, etc. Et donc, les connaissances qui sont transmises à un moment donné et peu actualisées, puisque pas de lien avec la recherche académique, du coup, bah, ont un impact 30 ans après. Et là, on sait tous que dans 30 ans, s'il n'y a pas de changement, si on garde la même trajectoire, on va avoir un problème. Par ailleurs, même au niveau strictement des affaires, on voit bien que les choses s'accélèrent. En février dernier, on a emmené des étudiants dans la Silicon Valley et on a eu une conférence d'une jeune millionnaire de 19 ans qui venait de vendre sa start-up. Donc, les cadres qui arrivent à 50 ans à la tête des entreprises, donc là aussi, on a une vraie accélération. Alors, du coup, j'avais préparé quelque chose de ce matin. Je rejoins complètement, ceci étant, les conclusions qui ont été données avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne peut plus se permettre de très patiemment construire des modèles, puis ensuite les enseigner, et ensuite les cabinets de consultants les transformeront en outils, et peut-être qu'on aura un impact dans 25 ans. Du coup, on est obligé de réfléchir avec les praticiens pour qu'effectivement, on soit dans la pratique. Et effectivement, je pense que c'est ce qui veut aussi, ce que laisse aussi entendre l'ordre des termes, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut plus réfléchir en dehors de l'action. Hein, on est obligé d'avoir une posture, d'amener quelque part, enfin d'aider à avoir une posture réflexive face à des actions qui se déroulent dans l'urgence. Et effectivement, par ailleurs, ça ne peut pas se faire en s'enfermant, je reprends le terme, dans notre discipline, parce que tous les thèmes, on le voit bien, sont interdisciplinaires, juridiques bien sûr, mais pas seulement. Mais si je rebondis sur le droit, on voit bien qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, en fait, ce qui va être important, ce n'est pas tellement les algorithmes qu'il y a derrière, mais les bases de données qui les alimentent et qui sont censés les améliorer, et qui possèdent les bases de données. Et donc là, on voit se mettre en place de nombreux nouveaux monopoles, le terme a aussi été utilisé, et ça, on ne peut pas le gérer uniquement du point de vue stratégique. Ou sinon, on donne les outils à des dirigeants pour créer des monopoles, okay, mais est-ce vraiment notre utilité sociale? Voilà, je conclurai là-dessus, parce que je crois que nous devons passer au déjeuner, c'est ça. Merci Pascal. Non, on n'allons pas passer au déjeuner. Merci infiniment à vous tous. Alors, deux petits points de conclusion, et nous ne passons pas au déjeuner, nous avons les allocutions conclusives. Ah oui, désolé. Immédiatement sans pause. Et nous allons avoir les anglophones qui vont nous rejoindre, puisque ces allocutions seront en anglais. Et simplement pour dire que j'évoquais la nouvelle collection Agir et Décider, évidemment, ce sont des invitations à contribuer à ces différents thèmes. Le principe d'une rencontre, c'est l'inattendu, savoir ce qui va se passer après la rencontre. Donc voilà, autant d'invitations, de contributions potentielles, de thèmes que l'on va creuser d'une façon ou d'une autre, et qui peuvent avoir des débouchés, y compris de publications, naturellement, où les professionnels, le politique, l'économique, le juriste, l'académique, le gestionnaire, etc. peuvent se rencontrer. Donc voilà pour ces thèmes qui nous sont suggérés. Merci à vous. Merci à vous.